Sillonner les océans est toujours une lutte contre les éléments. Quand le vent se lève, les vagues se déchaînent et la mer n'offre plus aucun refuge. Pour survivre aux tempêtes en mer, il faut être doué, faire preuve de courage et aussi avoir un peu de chance. Les océans recouvrent plus des 2/3 de la surface de la Terre. Des centaines de milliers de navires les parcourent chaque année. Les traversées ne sont pas toujours paisibles. Une tempête peut se lever sans prévenir. Le vent se met soudain à souffler très fort et les vagues atteignent des hauteurs de 10 à 15 mètres, voire plus. Dans ce cas, même les grands bateaux se trouvent en difficulté. Pour les marins, une traversée ordinaire peut vite devenir un combat pour survivre. En moyenne, 2 gros navires sombrent chaque semaine. Les côtes de Terre-Neuve sont parmi les zones les plus dangereuses en Amérique du Nord. Le 14 février 1982, un ouragan a provoqué une catastrophe qui a ému le monde entier. La veille, les météorologistes ont émis un avis de tempête concernant la côte est du Canada. Plusieurs grandes plateformes pétrolières étaient concernées. Owen Meyer travaillait comme observateur météo sur l'une d'elles. Il avait déjà vécu plusieurs tempêtes, mais rien ne l'avait préparé à la violence de celle-ci. La tempête est arrivée et a grossi très vite. Elle était de plus en plus violente. En voyant comment les vagues frappaient la plateforme, je me suis dit que quelque chose allait se casser. Quand la vitesse du vent a dépassé 150 km/h, les vagues, devenues gigantesques, ont commencé à passer par-dessus la plateforme. D'ordinaire, nous étions 20 mètres au-dessus de la mer. Mais là, la crête des vagues nous dépassait. À une quinzaine de kilomètres de là, 84 hommes travaillaient sur l'Ocean Ranger, la plus grande plateforme pétrolière au monde. Comme le Titanic, on la croyait insubmersible. Cette nuit-là, elle s'est retrouvée au cœur de la tempête. Au lieu d'être amarrée au fond marin, la plateforme flottait sur d'énormes ballastes. Un de ces piliers permettait de faire entrer ou d'évacuer de l'eau pour conserver l'équilibre de la plateforme. Les hublots se trouvaient 8 mètres au-dessus de la surface, mais ils étaient très renforcés. Vers 19h, une vague géante a heurté la plateforme et l'a percée. Des milliers de litres d'eau ont déferlé dans le pilier, court-circuitant les commandes des ballastes.
L'eau qui s'est engouffrée dans les réservoirs a augmenté le poids d'un ballast et a attiré la plateforme vers le fond. L'équipage a envoyé un SOS désespéré. Nous prenons de la bande, il faut évacuer l'équipage. Bien sûr. Nous n'allons pas pouvoir stabiliser la plateforme. L'équipage devait abandonner la plateforme. Une heure et demie plus tard, l'Ocean Ranger sombrait. Sur la plateforme d'Owen, tout l'équipage était rivé au radar. La cible a disparu. On était en train de le regarder et d'un coup, le point avait disparu. C'est terrible d'imaginer la taille de la plateforme et de se rendre compte qu'elle n'est plus là. Elle avait coulé. Le lendemain, les secours n'ont retrouvé que les épaves des canots de sauvetage réduits en miettes par les vagues. Il n'y a eu aucun survivant. En mer, tout ce qui flotte est susceptible de couler. Les bateaux, comme les plateformes pétrolières. On la croyait insubmersible, pourtant elle repose désormais au fond de l'océan. La poupe est dégagée. Embarquez, embarquez. Sean Winters, officier des gardes-côtes américains, connaît bien les dangers de la mer. Son équipe sillonne le cap Disappointment dans l'État de Washington. C'est l'une des zones les plus dangereuses de la côte ouest. Dans notre zone d'intervention, les conditions peuvent varier du tout au tout. Aujourd'hui, ce n'est pas trop violent, mais des vagues de 4 à 9 mètres peuvent aussi barrer tout l'accès. En hiver, la rivière Columbia déverse de grandes quantités d'eau dans le Pacifique. Les conditions météo peuvent être extrêmement dangereuses, au point que la région a été surnommée le cimetière du Pacifique. Toutes les semaines, les gardes-côtes sont appelés au secours par des personnes en danger. C'est très dangereux, et surtout c'est traître. Les gens qui prétendent ne pas avoir peur ont tort. Il faut connaître la force de l'océan avant de faire une sortie. La mer est immense, et on est minuscule en comparaison. Pour quantifier le vent en mer, les marins utilisent l'échelle de Beaufort. La force 0 correspond au calme. Quand le vent atteint 29 km/h, c'est la force 5. Les vagues sont modérées et éventuellement accompagnées d'embruns. À force 7, à partir de 50 km/h, les lames déferlantes peuvent atteindre 5 mètres de haut avec des traînées d'écume. À force 9, le vent souffle à 75 km/h et constitue un véritable danger pour les bateaux. La tempête commence à force 10. Le vent souffle à plus de 90 km/h et la surface de la mer paraît blanche. La force 12 est un véritable cauchemar. C'est l'ouragan. Le vent souffle alors à plus de 120 km/h. La mer est complètement blanche à cause des bancs d'écume. Les vagues peuvent atteindre et dépasser 14 mètres de haut. La plupart des marins font l'impossible pour éviter les tempêtes marines.
Mais certains osent parcourir les mers les plus dangereuses de la planète. L'océan austral entoure l'Antarctique. Rien ne vient ralentir le vent quand il souffle d'un bout à l'autre de l'océan glacial antarctique. Il peut dépasser les 240 km/h. On enregistre une telle vitesse nulle part ailleurs sur la planète. Les marins savent que le vent accompagne souvent une houle tout aussi violente. Dans l'océan Antarctique, les vagues dépassent celles des autres mers et peuvent ensevelir un voilier d'un coup. Novembre 2008, sur la côte atlantique en France. 30 marins se préparent à embarquer pour le Vendée Globe. Ils vont devoir faire le tour du monde en solitaire en passant par l'océan glacial antarctique. Pour un skipper, c'est un défi. Il sait à quel point cet océan est dangereux et qu'il peut y laisser sa vie. Et leurs familles savent qu'ils seront séparés pendant au moins 3 mois. Plus de 300 000 spectateurs viennent encourager les navigateurs. Tony Bullimore est un skipper expérimenté. Il a déjà participé au Vendée Globe et il sait à quel point l'expérience peut être dure. Il y a des centaines de bateaux qui viennent assister au départ. Puis ils disparaissent progressivement. On voit encore 1 ou 2 concurrents. On leur fait un signe de la main pour leur souhaiter bonne chance. Et on se retrouve seul. Les coureurs quittent les côtes françaises et se dirigent vers l'Antarctique. Ce faisant, ils traversent une zone surnommée les 40e rugissants. Au cours de l'édition 1997, Tony Bullimore a fait l'expérience de l'imprévisibilité de cet océan. Il n'y a pas de mer plus difficile que l'océan Antarctique. Certaines parties de cet océan sont tellement isolées que les marins y sont aussi loin de la terre ferme que les astronautes dans l'espace. On se sent très seul. Le monde se limite au bateau. On ne peut faire appel à personne. On est vraiment seul. Tony était à 800 km de l'Antarctique quand les problèmes ont commencé. Une ligne sombre est apparue au sud. C'était un amas de nuages noirs qui se dirigeait vers moi. Le vent a forci. Il est passé très rapidement de 30 à 130 km/h. À un moment, il a dépassé 150 km/h. J'ai eu peur que les traves s'enfoncent et que le bateau se retourne. La grosse mer et les forts vents ont fini par en venir à bout. J'ai entendu un crack. En quelques secondes, le bateau était parti. La quille avait rompu. Quand le bateau s'est retourné, Tony s'est retrouvé sur le plafond. Les choses ont continué d'empirer. La baume a heurté un des hublots qui se trouvait alors sous le bateau. Le verre a explosé et l'eau a commencé à monter. C'était très impressionnant. On aurait dit les chutes du Niagara à l'envers, un véritable geyser. De l'eau glacée s'engouffrait dans la cabine. Tony n'avait plus qu'une petite poche d'air pour respirer. Il n'a eu que quelques secondes pour enfiler sa combinaison de survie et ne pas mourir de froid. Sa balise radio a automatiquement envoyé un signal de détresse capté par la marine australienne.
Mais les sauveteurs les plus proches se trouvaient à 2200 km de là. Personne n'avait encore jamais organisé de sauvetage aussi loin dans le sud. 3 jours plus tard, un avion de recherche a miraculeusement pu repérer le bateau retourné. Mais il lui était impossible de récupérer Tony, ou même de savoir s'il était encore en vie. Je n'avais ni eau potable, ni nourriture. J'étais glacé. J'étais persuadé de ne pas tenir plus d'une journée et demie. Dès qu'elle avait eu connaissance du naufrage, la marine australienne avait envoyé un navire pour le récupérer. Mais depuis le moment où il a chaviré, Tony aura passé plus de 4 jours dans l'eau glaciale. Soudain, j'ai entendu frapper. C'était une équipe de la marine australienne qui frappait la coque du bateau à la recherche de signes de vie. J'ai distinctement entendu parler anglais. J'ai pris ma respiration. J'ai plongé et j'ai nagé quelques mètres avant de ressortir. À ce moment seulement, j'ai souri et j'ai dit « Mon Dieu, je suis sauvé ». Il est vivant. Il est là. C'est lui. Où ça? Ah, c'est lui. Les sauveteurs avaient du mal à croire qu'il ait survécu si longtemps dans les eaux glacées de l'océan Antarctique. En mer, la nature peut se montrer très dure, mais rien n'arrive au niveau de l'océan austral. Je veux des sourires, les gars. Le Vendée Globe met à l'épreuve l'endurance humaine. En 2008, sur les 30 qui étaient au départ, seuls 11 bateaux ont fini la course. L'océan Antarctique est souvent synonyme de fin du voyage. Un marin a fait une chute et subit de multiples fractures quand une énorme vague s'est abattue sur son bateau. D'autres encore ont dû renoncer à cause de la force des vents. Au total, 12 navigateurs ont dû renoncer à cause des conditions extrêmes de l'océan Antarctique. Dans l'hémisphère nord, l'océan Atlantique connaît lui aussi des tempêtes d'une violence rare. Elles commencent souvent le long des côtes des États-Unis et se dirigent vers l'est. Quand une tempête traverse l'océan, rien ne peut la ralentir sur près de 5000 km. Les vagues peuvent tranquillement continuer à grossir. Les scientifiques n'ont découvert que récemment quelle hauteur elles peuvent atteindre. Le Discovery est un navire de recherche scientifique du Centre national d'études océanographiques britannique. Le Dr John Allen fait partie de l'équipe scientifique. Il a déjà fait plusieurs traversées à bord de ce navire. Mais quand le Discovery prend le large en janvier 2000, il est loin de se douter qu'il allait écrire une page d'histoire. C'est quelque chose que je ne souhaiterais pas revivre. Honnêtement, je ne connais personne qui aurait aimé y assister la première fois. L'équipe scientifique était en mer pour faire des observations de routine sur les courants marins. À 250 km de la côte, ils ont rencontré plusieurs tempêtes sérieuses. La première tempête était violente. Les vagues étaient plus impressionnantes que tout ce qu'aucun d'entre nous n'avait pu rencontrer.
Force 10 en Atlantique Nord, ça bouge. La tempête a rendu la vie à bord très inconfortable. En fait, tout est chamboulé. On a l'impression d'être dans une petite boîte prise dans une chute d'eau. Évidemment, à ce moment, nous ne pouvions pas imaginer à quel point les choses allaient empirer. C'est effectivement ce qui s'est passé. Les vagues ont grossi. C'est une vision monstrueuse. Les vagues semblaient aussi grosses que le bateau. C'est une vraie leçon d'humilité. John a essayé de prendre une photo. Les vagues qui déferlaient étaient tellement violentes que je ne pouvais plus enlever mon doigt du déclencheur. En bas, un appareil mesurait et enregistrait la hauteur des vagues. De retour à leur base pour contrôler leurs données, les scientifiques ont compris pourquoi cette tempête les avait autant impressionnés. Ils s'étaient retrouvés pris dans une vague de 29 mètres, la plus haute jamais enregistrée. C'est une expérience assez incroyable. J'ai vraiment compris que je faisais partie de quelque chose d'infiniment plus grand que moi. Pour certains, ces vagues gigantesques ne sont qu'un terrain de jeu. Des vents qui hurlent constituent des conditions parfaites pour Phil Horrocks et Ben Profit. On recherche toujours les conditions les plus extrêmes possibles. Les plus grosses vagues, les vents les plus forts. On adore ça. Phil et Ben sont deux des meilleurs véliplanchistes au monde. Ils sillonnent le globe à la recherche de vagues gigantesques. Parfois, les gens nous prennent pour des fous quand ils nous voient sur la plage. Ils nous mettent en garde. Il va y avoir de la tempête, ne restez pas là. Pour chevaucher la tempête, ils sont allés à Tiree, en Écosse, le lieu le plus vanté de Grande-Bretagne. Ils espèrent retrouver une tempête venue de l'océan Atlantique. Regarde ça, c'est rouge foncé. Ça doit faire au moins 40 nœuds. Je dirais bien plus de 40. Les prévisions météo ont l'air terribles pour les 2 prochains jours. Il va y avoir de bonnes vagues. On annonce des vents de 40 nœuds. On annonce des bourrasques à Sol, Shannon, Rockall, Malin, aux Hébrides et à Bailey. Le lendemain matin, la tempête touche presque la côte. C'est bien ce matin. On voit des grosses vagues qui s'écrasent sur les rochers. On va chercher la meilleure plage où il y aura des vagues correctes pour sortir. En traversant l'Atlantique, les vagues gagnent en force et en taille. Ici, elles font plus de 4 mètres de haut et sont très puissantes. Pour 1 mètre de longueur, elles contiennent 240 kW, l'énergie nécessaire pour alimenter 400 maisons. Phil et Ben se mesurent à l'océan. Moi, ce que j'adore vraiment, c'est les vents très forts et les vagues. J'aime lutter contre les éléments. Je recherche la poussée d'adrénaline. Pour moi, c'est bien plus fort qu'une drogue.
Avec de telles bourrasques, Phil et Ben dépassent les 50 km/h. L'océan Atlantique peut se montrer hostile, mais la mer de Bering représente le pire endroit pour partir pêcher. Le travail des pêcheurs de crabes y est beaucoup plus dangereux qu'une pêche ordinaire. Des vagues aussi hautes que des montagnes s'abattent sur les bateaux. Les tempêtes d'Alaska sont parmi les plus mortelles au monde. Si un marin est précipité par-dessus bord, il ne survit que quelques minutes avant de mourir d'hypothermie. Ces marins risquent leur vie pour pêcher des millions de tonnes de fruits de mer, même au milieu des plus violentes tempêtes. La mer met leur endurance à rude épreuve. Les tempêtes du golfe d'Alaska sont nourries par les vents en provenance des montagnes qui s'étendent sur 800 km. À certains endroits, elles sont plus hautes que les Rocheuses. Gary Hufford est un scientifique du Centre national de météorologie. Les sommets du golfe d'Alaska comptent parmi les plus hauts du monde. Certains atteignent 3500 à 4000 mètres. Ces hautes montagnes provoquent un phénomène appelé gap wind. Lorsqu'un vent en provenance du continent doit passer un col, la compression qu'il subit le fait accélérer. Voilà un exemple idéal. Nous avons ici une vallée étroite entre deux hautes montagnes. Le vent s'y engouffre jusqu'à la mer. Sur les images satellites, les gap winds apparaissent sous forme de traînées rouges en provenance du continent. On ressent la puissance de ces vents jusqu'à 450 km des côtes, ce qui peut constituer une grave menace pour les bateaux de pêche. En novembre 2007, Alan Ryden était seul à bord du Pacific Lady dans le détroit de Shelikof, au sud-ouest d'Anchorage. Le vent soufflait avec une intensité furieuse. Nos bateaux ont l'habitude des rouleaux qui se succèdent. Cette fois, le vent poussait le bateau sans s'arrêter. Le gap wind était tellement fort que le bateau d'Alan n'avait pas la moindre chance. J'ai tout de suite su que j'allais perdre le navire. Quand le bateau a coulé, Alan s'est retrouvé livré à des vagues de 3 mètres. J'étais ballotté par les vagues qui s'abattaient sur moi et m'envoyaient sur d'autres vagues. Pour ne rien arranger, le vent lui a arraché le canot des mains. Je hurlais dans les vagues, mais je suffoquais. J'ai nagé autant que j'ai pu, mais j'étais incapable de le rattraper. J'ai quand même pu saisir un des fils qui traînait derrière. Et je l'ai accroché à mon poignet. J'avais très peur. Au port d'attache, personne n'a remarqué la disparition du bateau. Pendant ce temps, le puissant gap wind le poussait à plus de 20 km des côtes et les vagues continuaient de grossir. Elles étaient de plus en plus grandes. Elles devaient faire dans les 8 mètres pendant toute la nuit. Enfin, 6 heures après le naufrage du bateau d'Alan, les gardes-côtes captent son signal de détresse. Ils font décoller un avion de recherche.
La mission était périlleuse. Le pilote Stephen McKechnie a lutté contre des vents qui pouvaient atteindre 95 km/h. Il y avait beaucoup de turbulences au décollage. En haut, les gars à l'arrière ont commencé à se sentir mal. L'équipage a volé en direction du point où le bateau s'était renversé. Mais depuis, Alan avait dérivé de plusieurs kilomètres. Il y avait très peu de chances de le retrouver. Les vagues montaient à 6 mètres et il faisait nuit noire. Avec les turbulences, on ne voyait pas grand-chose à la surface. Les gardes-côtes étaient à 11 km du bateau quand ils ont eu une chance extraordinaire. Par la fenêtre de gauche, j'ai vu des éclats de lumière, comme des flashs. C'était le bruit d'un C-130, un avion qui volait bas. J'avais l'impression qu'ils étaient juste au-dessus de mon épaule gauche. Ils avaient trouvé Alan, mais ils n'avaient aucun moyen de le remonter. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était améliorer ses chances de survie. On est descendu, on a lancé une fusée pour y voir un peu mieux. Et puis, on lui a lancé un radeau pneumatique. Il m'est tombé dessus. Sans hésiter, j'ai passé mon bras par-dessus et je me suis hissé dedans. 2h30 plus tard, un autre bateau de pêche a repéré le signal d'Alan et l'a sorti de l'eau. Il avait de la chance d'être encore en vie. Plus tard, on a appris qu'il avait passé 10 heures dans l'eau. C'était incroyable. Les plus expérimentés ont été surpris qu'Alan ait pu survivre aussi longtemps. Les vents mortels de l'Alaska peuvent surprendre les marins les plus aguerris. Mais ce n'est encore rien comparé à une vague gigantesque qui s'abat sur vous par surprise. Le cap de Bonne-Espérance, à la pointe de l'Afrique du Sud, se trouve sur de nombreuses routes maritimes. Bartholoméo Dias, le premier Européen arrivé ici en 1488, l'avait appelé le cap des tempêtes. Depuis cette date, plus d'1 millier de bateaux ont sombré dans ces eaux. Autrefois, on parlait déjà de vagues violentes, mais ces histoires n'étaient pas prises au sérieux. Les scientifiques savent maintenant que ces légendes sont vraies. Ces vagues prennent naissance quand le vent souffle sur l'océan. Ce sont d'abord des vagues capillaires qui ne mesurent que quelques millimètres. Quand le vent forcit, les vagues grossissent. En traversant l'océan, certaines vagues sont plus rapides que d'autres. Quand elles se rejoignent, elles se cumulent et grandissent jusqu'à devenir gigantesques. Le capitaine Daya Davis est l'un des plus grands experts en sauvetage d'Afrique du Sud. Il a vu de ses propres yeux les dégâts provoqués par ces vagues. J'ai été témoin de 5 accidents importants où des navires de 365 000 tonnes ont perdu jusqu'à 5 000 tonnes d'acier. Depuis 1990, plus de 20 gros cargos parcourant cette route maritime ont été frappés par des vagues géantes. Le Mimosa en faisait partie. Un immense trou a été percé dans sa coque. Le capitaine avait beaucoup d'expérience, mais il n'avait encore jamais vu quelque chose de semblable. C'est comme si une bombe l'avait frappé. En 1991, l'Atlas Pride a presque perdu sa proue. Les vagues ont emporté 5 tonnes et demie d'acier. Et 1 an plus tard, le pétrolier Katinapé a eu la coque percée en 2 points.
Une fois encore, la faute en revenait à une vague gigantesque. Le capitaine m'a raconté après coup que la vague était arrivée de nulle part et avait fondu sur le bateau. Personne ne pouvait expliquer le nombre de vagues géantes dans les parages. Les scientifiques ont localisé les épaves et superposé les relevés avec une carte des courants marins vue par infrarouge. Cela leur a permis d'identifier un schéma. Les bateaux reposaient tous sur la trajectoire du courant des aiguilles, l'un des plus violents au monde. Ils longent le cap dans l'océan Indien en direction de l'océan Atlantique. Il peut atteindre une vitesse de 15 km/h. De même que le jet stream pour les avions, ce courant océanique peut raccourcir le temps de trajet des bateaux. Ils peuvent gagner jusqu'à une journée en contournant la côte de l'Afrique du Sud. Mais le risque est élevé. Les scientifiques ont découvert que si le vent souffle dans la direction opposée à celle du courant, il pousse contre les vagues et les ralentit, ce qui permet aux vagues de derrière de rattraper celles de devant. Les vagues se cumulent et gagnent en hauteur. Les marins ont signalé des vagues de 30 mètres de haut venues de nulle part. Ces vagues gigantesques ont transformé la côte en cimetière marin. Maintenant que les scientifiques ont découvert ce qui rend cette partie du monde si dangereuse, la plupart des bateaux prennent une route plus sûre, mais plus lente, à 1500 km plus au sud. Sur l'ancienne route, l'accident est presque inévitable. Les scientifiques ont découvert une formule mathématique pour déterminer avec exactitude à quel moment la vague devient dangereuse pour les bateaux. Ce bassin, au Danemark, permet de tester différents types de vagues sur différents modèles de navires. Le générateur de vagues produit des ondes de plus en plus importantes. Au début, le bateau réussit facilement à les passer. Puis, la situation devient critique. Lorsque la hauteur des vagues dépasse 1/7 de leur longueur, l'eau située sur la crête est plus rapide que le reste de la vague. Celle-ci peut alors s'avérer mortelle. Une vague de 9 mètres de haut et 90 mètres de long pèse 50 000 tonnes. C'est un véritable danger, même pour un marin expérimenté. La plupart des marins évitent les mers dangereuses. Mais le capitaine d'un bateau pilote n'a souvent pas le choix. Il doit guider les navires vers le port, quel que soit le temps. Aujourd'hui, le concepteur de bateau Frank Kowalski sort par un temps houleux pour tester sa nouvelle invention. C'est un bateau test. La coque est censée résister au mauvais temps, à la houle, aux tempêtes. Le seul moyen de contrôler si le bateau sera suffisamment résistant, c'est de le tester dans des conditions extrêmes. On a prévu force 9 pour aujourd'hui. Des conditions difficiles avec des vents dans les 80 km/h. Frank se dirige droit vers le vent, accompagné par un autre de ses bateaux. Keith, tu peux passer devant moi. Va à l'entrée du port. Terminé.
Frank lutte contre des vagues de 6 mètres. Mais il a conçu son bateau pour qu'il puisse résister. Une force incroyable. Après tout, 1 mètre cube d'eau pèse 1 tonne. Heureusement, l'avant-pont est équipé d'un grand brise-lames. En fendant la vague, on diffuse son énergie pour réduire les chocs. Une série de vagues violentes frappe le bateau. Il y a eu 3 vagues d'affilée. La première s'est abattue sur le bateau. C'était assez dangereux. Par le flanc, elle aurait pu nous faire chavirer. Avec une mer comme celle-ci, il faut garder le cap et viser droit. Ces bateaux sont solides, mais rien ne résiste à la puissance d'un ouragan. Lorsqu'un ouragan, un typhon ou un cyclone traverse un océan, il agite les mers les plus dangereuses du globe. Sur Terre, on peut se mettre à l'abri. Mais en mer, on ne trouve aucun refuge. Même les plus grands bateaux, comme les porte-avions, ne peuvent pas résister à ces conditions extrêmes. Le météorologue en chef du USS Eisenhower est le capitaine de corvette Elizabeth Higgins. Malgré ses 90 000 tonnes, ce navire n'est pas invincible. La nature dispose de forces terrifiantes. Il ne faut pas l'oublier. La salle météo du bateau possède toute la technologie nécessaire pour éviter les ouragans et les typhons. La règle de base, c'est de ne jamais se mettre sur la trajectoire d'une tempête. Vous voyez ces demi-cercles ici? Ils indiquent une zone d'impact. Il vaut mieux que le bateau n'y aille pas. Garder le navire sain et sauf est une question de survie. Si nous croisions la trajectoire d'un typhon ou d'une tempête, les dégâts matériels ou personnels pourraient être considérables. À l'époque où les technologies modernes n'existaient pas encore, le seul moyen d'éviter les ouragans consistait à ne pas naviguer dans les mers où ils étaient fréquents. Mais au cours de la Seconde Guerre mondiale, les marins n'avaient souvent pas d'autre choix que de traverser des tempêtes. Le 17 décembre 1944, la 3e flotte de la marine américaine voguait à l'est des Philippines quand un météorologue a constaté qu'une tempête arrivait. La pression atmosphérique avait chuté. À l'époque, on utilisait un baromètre pour mesurer la pression atmosphérique. L'aiguille a dû se retrouver tout en bas, en dessous des 700 mm de mercure. Il paraît que l'aiguille s'est retrouvée sur le U de US Navy. Les radars étaient une invention moderne. L'opérateur de bord a repéré une forme inhabituelle sur son écran, mais il ignorait qu'il observait un typhon. La flotte fonçait sans le savoir vers une terrible tempête. Des vents de 220 km/h pour des vagues de 24 mètres. La tempête a immobilisé la flotte. 3 destroyers ont chaviré et coulé. « 790 hommes sont morts. Pour la marine américaine, cet épisode a été l'un des plus désastreux de la Seconde Guerre mondiale. De nos jours,
La marine utilise la technologie pour garder une longueur d'avance sur la météo. Néanmoins, il vaut mieux ne pas croiser la route d'un ouragan. En fait, aucun bateau ne peut résister aux conditions les plus extrêmes de l'océan. C'est sans doute l'endroit le plus dangereux sur Terre. Quand un orage éclate, on ne peut trouver aucun refuge. Et la plus petite erreur peut être fatale. Il faut être très téméraire ou inconscient pour oser affronter la colère des océans.